Je détestais mon aîné. Comment pouvait-il me voler l'amour de mon père et l'amour de ma mère? Un jour, mon père me surprend dans la cuisine en train de taper la tête de mon frère aîné contre les carreaux de la cuisine. Le lendemain, mon père m'emmène faire une promenade en voiture avec la frégate Renault. C'était en 1953. J'étais si heureux que mon père s'occupe enfin de moi. Nous quittons Londres. Nous traversons les gazons à la Lausée, les maisons à la Agatha Christie, la campagne du Sussex. Nous arrivons en front de mer à Brighton. La voiture s'arrête devant un grand manoir gris qui domine la plage, une plage de galets bien sûr. Mon père me fait descendre de la voiture. Il me tend ma petite valise en carton bouilli dans laquelle j'avais mon pyjama et mes petits soldats, King Horses, King's Men. Une bonne sœur descend les escaliers du manoir, me prend la main dans un étau. La voiture de mon père repart et la bonne sœur me fait monter les escaliers qui sentent à la fois l'encaustique et l'urine. Elle m'amène dans un grand dortoir, elle me déshabille, elle me couche. J'ai 5 ans, il est 5 heures du soir. 2 heures après, la double porte s'ouvre avec fracas, entre un cortège de vieillards, les mains tavelées, les yeux creusés, les couilles brinque-ballantes, qui vont vers leur lit comme des animaux préhistoriques. J'étais dans un asile de vieux. It's a true story. Le soir, j'avais posé sur ma table de nuit mes petits soldats, King Horses, King's Men, et tout d'un coup, arrive un très méchant vieillard, Somerset le marin. Il fait tomber les petits soldats. J'éclate en sanglots, je m'endors, épuisé par l'émotion. Le lendemain matin, quand je me réveille, je vois que ce n'est pas un rêve, que ce n'est pas un cauchemar. Je vois les Mathusalem qui sortent de leur lit comme des animaux préhistoriques. Et là, je comprends que pour survivre, je dois moi-même devenir un petit vieillard. Alors je mets ma robe de chambre, mon mouchoir plein de morts en guise de pochette, et j'essaie de me fondre pour ne pas être repéré parmi les vieillards. Et arrive l'heure du déjeuner, du petit déjeuner, nous descendons, et ceux qui sont de ma génération, nous descendons au réfectoire, se souviendront des tables en mica, des assiettes Duralex, des verres transparents. Et là, je suis assis en face d'une vieille femme aux yeux bleus faïence folie qui me regarde fixement. Et avant que la soupe ne soit servie, elle fait ce geste que je n'oublierai jamais. She takes the spoon. Elle prend la cuillère et clac, 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 elle mange dans l'assiette, alors que l'assiette était vide en me regardant fixement. C'est là que je suis devenu complètement barjot et c'est pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Cette histoire est devenue un roman qui commence par 4 phrases. Une phrase de Proust. On me dit que j'ai 30 ans, mais si j'ai vécu 3 minutes en une, n'ai-je pas 90 ans? Une phrase de René Char. De quoi souffres-tu? Je souffre de l'irréel intact dans le réel dévasté. Une phrase d'Anatole France. Vivre, c'est survivre à un enfant mort. Ça, c'est le roman triste de mon enfance.
Mais maintenant, il y en a un peu plus joyeux. J'avais 13 ans. Nous habitons depuis 200 ans, ma famille, dans la maison où Léonard de Vinci est mort à Amboise. Nous sommes d'une famille de 7 garçons et une fille, parce que mon père, qui était un héros de la guerre et un diplomate, était le fils de Jean et Carmen Saint-Brice, morts en déportation pour fait de résistance, elle à Ravensbrück, dans le camp des femmes. Elle est morte très vite parce qu'elle donnait sa soupe à tout le monde. Lui, à Gross-Rosen, battu dans la neige, nu par les Allemands, jusqu'à la mort. Donc toute mon enfance, je me suis dit, est-ce que, si ça se présentait, tu serais capable de faire comme eux? Et donc j'étais tétanisé par mon père qui avait échappé, s'était évadé de son naufrage et qui était revenu en France. Et quand il revient en France, il apprend que ses parents ont été emportés par la Gestapo. Ses parents, dans une propriété en Anjou, à Champtossé-sur-Loire, avaient caché des parachutistes anglais qu'on leur avait amenés dans la nuit. Et parce qu'ils étaient déjà dans la résistance, les avaient mis sur la voie de Nantes, et les Anglais avaient pu échapper, mais ils avaient été pris, les grands-parents ont été dénoncés. Et quand mon père arrive à Paris, on lui dit qu'ils sont emportés par les Allemands. À ce moment-là, il essaye d'aller voir un historien qu'il connaissait, qui était un grand collaborateur, mon père évidemment, pas du tout de ce camp-là, mais pour sauver ses parents. Il va voir Benoît Méchin, et il lui dit, monsieur, mes parents sont en transit à Paris, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? L'autre dit, non, je ne peux rien faire. Et à ce moment-là, mon père va au-dessus d'une prison, un café, il monte sur le toit, il lui donne de l'argent pour pouvoir monter sur le toit. Et dans le lointain de la prison, dans la cour, au loin, une femme lui fait un signe. Est-ce que c'est sa mère? Il n'a jamais su. Donc, le jour de mes 13 ans, mon père me convoque dans la salle des gardes du Clos Lucé, c'est mon anniversaire, c'est en janvier, il fait froid, il y a les bûches qui flambent dans la cheminée Renaissance, et il est grave. C'est un fils de déporté, c'est un diplomate, c'est un catholique magnifique, c'est mon père. Et il me dit, maintenant tu as 13 ans. Oui, papa. C'est l'âge de la robe prétexte chez les Romains. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Oui, papa. C'est l'âge de la majorité chez les rois de France. Je t'autorise, à partir d'aujourd'hui, à aller dormir dans le lit de Léonard. Ça te donnera des idées. J'ai trouvé que c'était pas mal comme cadeau. Effectivement, ça m'a donné des idées. Je suis allé dormir dans le lit de Léonard. À droite du lit de Léonard, il y a une sorte de miroir, mais qui ressemble à un coffre qui est très épais. Et pendant la nuit, les paupières soudées par le sommeil, tout d'un coup, je vois dans le miroir les vraies couleurs de la Joconde. Parce que la Joconde que vous voyez au Louvre, ce n'est pas les vraies couleurs. Les vernis se sont oxydés, elle est dans une marée verdâtre. Et en vérité, la Joconde était bleue, du bleu d'où est issue la profondeur. Pas du bleu de la profondeur, non, du bleu d'où est issue la profondeur, le bleu de la mer, le bleu du ciel. Et j'ai vu que la Joconde était bleue. C'était pour moi merveilleux de détenir ce secret. Et encore l'année dernière, 2000